Le matin où ma sœur a changé les serrures, je me tenais dans l'allée devant la maison, vêtue de ma blouse d'infirmière. Tenant un sac en papier contenant tout ce que je possédais, 3 uniformes, un chargeur de téléphone et la vieille Bible de ma mère dont personne d'autre ne voulait. Ma sœur se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, et elle n'avait même pas la décence d'avoir l'air désolée. « C'est mieux pour tout le monde, tu comprends ?» a-t-elle lancé. Je ne comprenais pas, mais j'ai ramassé mon sac, j'ai rejoint ma voiture et j'ai quitté la seule maison que j'ai jamais connue. J'avais 28 ans. J'avais passé les 4 dernières années à enchaîner les gardes de 12 heures au CHU, envoyant la moitié de mon salaire à la maison chaque mois. Me privant de vacances, de nouveaux vêtements et de toute forme de vie sociale, tout cela pour que ma famille puisse garder un toit sur la tête. Et dès l'instant où le mari de ma sœur a décidé qu'il voulait la maison pour eux seuls, je suis devenu le problème qu'il fallait éliminer. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que je n'avais pas encore totalement réalisé moi-même, c'est que 3 jours plus tôt, une start-up que j'avais discrètement cofondée pendant mes gardes de nuit venait d'être rachetée pour 35 millions d'euros. Ma part avait été déposée sur un compte dont ma famille ignorait l'existence. J'avais appris la nouvelle par un email de mon avocat alors que j'étais sur le parking d'une station-service, mangeant une barre de céréales pour tout dîner après un service épuisant. J'avais fixé le chiffre sur l'écran de mon téléphone si longtemps que l'affichage s'était éteint. Je n'en avais parlé à personne. Quelque chose au fond de moi me disait de rester silencieuse, et cet instinct m'a sauvée. Je veux vous raconter comment j'en suis arrivée là, et pas la version édulcorée, pas celle où je suis toujours forte et sûre de moi. Mais la vraie version, celle où j'étais épuisée, fauchée et invisible pendant des années alors que ma sœur, Léa, était célébrée pour sa simple existence. Léa a 3 ans de plus que moi. En grandissant, c'était la jolie fille, la sociable, celle que mes parents présentaient en premier lors des réunions de famille. J'étais la discrète qui avait de bonnes notes et ne demandait rien. Quand l'entreprise de rénovation de mon père a commencé à péricliter, j'avais 15 ans. J'ai commencé à faire du babysitting pour les voisins le week-end pour aider à payer les courses, sans qu'on me le demande. Léa, elle, était au centre commercial avec ses amis. Personne ne lui demandait d'aider, personne ne l'attendait d'elle. Arrivée à la fac, j'ai contracté des prêts étudiants, cumulé 2 jobs à mi-temps et maintenu mes notes pour intégrer l'IFSI et devenir infirmière. Léa a abandonné sa licence d'économie après un semestre. Mes parents lui ont dit que ce n'était pas grave, qu'elle finirait par trouver sa voie. Quand j'ai mentionné que je galérais pour payer mes frais d'inscription, ma mère m'a dit que j'avais toujours été tellement capable, que je finirais par trouver une solution. Capable, comme si c'était un compliment, alors que ce n'était qu'une autre façon de dire que j'étais livrée à moi-même. J'ai trouvé la solution, je la trouvais toujours. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, ma famille a organisé une fête pour Léa parce qu'elle venait d'être promue responsable d'étage dans la boutique de prêt-à-porter où elle travaillait. La coïncidence des dates était frappante, mais le fait que personne ne mentionne ma remise de diplôme pendant le dîner ne l'était pas. Je suis revenue vivre à la maison après mes études car les loyers en ville étaient inabordables pour une jeune infirmière. Et mes parents disaient que c'était plus logique. Ce que cela signifiait réellement, c'est que j'étais devenue l'adulte responsable du foyer. Je payais un tiers du crédit immobilier chaque mois, je faisais les courses. J'accompagnais mon père à ses rendez-vous chez le cardiologue quand son cœur a commencé à faiblir. Je gérais ses ordonnances, je restais à la maison les soirs où l'anxiété de ma mère était trop forte et qu'elle avait besoin de présence. Léa passait le dimanche, elle apportait des viennoiseries et recevait tous les câlins. Son mari, Damien, s'est installé avec nous 2 ans après leur mariage parce que leur bail s'était terminé et qu'ils étaient entre 2 projets. C'était l'expression préférée de mon beau-frère pour chaque situation inconfortable, et il en avait beaucoup. Il avait aussi des avis sur tout dans la maison, sur la façon dont la cuisine devait être rangée, sur le fait que ma place de parking n'était pas vraiment nécessaire puisque je travaillais de nuit et lui de jour. Des petites choses, une mort par 1000 petites coupures. Puis la santé de mon père a décliné brusquement cet hiver-là. Il avait besoin de plus de soins, de plus de visites médicales. Léa et Damien se sont assis à la table de la cuisine et ont décidé ensemble, sans moi, qu'il serait préférable qu'ils s'installent à plein temps pour aider. Quand je suis rentrée d'une garde de nuit et que j'ai trouvé le sac de golf de Damien dans le placard de ma chambre, j'ai compris que la décision sur l'espace avait elle aussi déjà été prise. J'ai commencé à dormir sur le canapé convertible du bureau, en me disant que c'était temporaire. 6 mois plus tard, mon père est décédé. Le chagrin était immense et complexe, et je n'ai pas eu le temps de m'y attarder car il y avait les obsèques à organiser, les papiers de l'assurance, le matériel médical à rendre. J'ai tout fait. Léa a choisi les fleurs pour la cérémonie et a pleuré avec élégance. Après l'enterrement, mon beau-frère a commencé à parler à ma mère de la maison, disant que c'était beaucoup d'entretien, qu'il serait financièrement judicieux de tout regrouper et qu'avoir tout le monde sous le même toit était un cadeau dans ces moments difficiles. Ma mère acquiesçait à tout ce qu'il disait, comme toujours. Je n'étais pas incluse dans ces discussions non plus. 3 semaines après avoir enterré mon père, Léa est venue dans le bureau où je dormais pour m'annoncer qu'elle et Damien allaient rénover l'espace pour en faire une vraie chambre d'enfant. Elle m'a dit que j'avais 2 semaines pour partir et qu'elle pensait que c'était une super opportunité pour moi de prendre mon propre appartement. Maintenant que ma carrière était lancée. Elle disait ça avec un sourire,
comme si elle me rendait service. Tu as toujours été si indépendante, a-t-elle ajouté. Tu t'en sortiras. Voilà, les mots étaient lâchés. Capable, indépendante. Le langage qu'ils avaient toujours utilisé pour justifier le fait qu'on ne m'avait jamais rien donné. Je me suis installée dans un appart-hôtel avec mon sac en papier et mes 3 uniformes. Je n'ai pas pleuré dans l'allée. J'ai pleuré seule dans la chambre 114 avec la climatisation qui cliquetait et les lumières du parking qui passaient à travers les rideaux. Et je me suis autorisée à ressentir tout le poids de ce qui venait de m'arriver, pas seulement l'expulsion, mais toutes ces années. Toute cette structure familiale bâtie sur l'idée que je porterais ce que personne d'autre ne voulait porter et que je disparaîtrais une fois devenue encumbrant. Je l'ai ressenti pleinement, puis j'ai arrêté, parce que j'avais 35 millions d'euros et absolument plus rien à perdre. Mon avocat s'appelle Maître Paul, c'est le genre d'homme qui parle lentement et pèse chaque mot. Je l'avais rencontré 2 ans plus tôt grâce à une collègue et il m'avait aidé à structurer mes parts dans l'entreprise de manière à me protéger. Totalement. C'est lui qui m'a appelé pour confirmer l'acquisition. Et c'est aussi lui qui m'a conseillé de ne rien dire à ma famille avant d'avoir un plan clair. Les gens changent quand l'argent entre en jeu, disait-il, même ceux que vous aimez. Je le savais déjà. J'avais vu ma famille changer quand il n'y avait pas d'argent, alors j'imaginais sans peine ce qu'ils feraient avec l'odeur des millions. La société que j'avais cofondée était une plateforme de données de santé. J'avais passé 3 ans à la construire avec 2 autres infirmières qui, comme moi, étaient furieuses de voir à quel point les informations circulaient mal entre les services et combien de patients se perdaient dans les méandres. Administratives. Nous avons créé un système pour corriger cela, travaillant les nuits, les week-ends et les jours de repos pendant 2 ans avant de trouver notre premier investisseur. Je n'en ai jamais parlé à ma famille. Ce n'était pas un secret au sens strict, je savais juste que si j'en parlais, mon beau-frère aurait des avis et ma sœur en parlerait à ses amis. Et cela cesserait d'être à moi. C'était donc mon jardin secret. L'entreprise acheteuse était une grande firme technologique basée à Chicago. Ma part s'élevait exactement à 35,2 millions d'euros. Après les taxes et les frais, Maître Paul m'a détaillé les chiffres lors de 4 appels téléphoniques très denses. Il me restait une somme qui ne me semblait toujours pas réelle. J'ai laissé décanter pendant une semaine avant de bouger. Puis j'ai commencé à agir avec prudence. J'ai acheté un appartement dans un bel immeuble du centre-ville via une SCI montée par Paul pour que rien ne soit rattaché publiquement à mon nom. Je l'ai meublé sobrement. J'ai continué à travailler parce que la routine me stabilisait et parce que j'aimais sincèrement mes patients. Je n'ai rien dit. Mes collègues ont remarqué que j'avais l'air moins fatiguée, je leur ai dit que j'avais enfin trouvé mon rythme de sommeil. Pendant 2 mois, les seules personnes au courant étaient Paul et mes 2 associés. L'acquisition n'a pas été annoncée publiquement avant plusieurs semaines, et quand ce fut le cas, c'était une brève économique mentionnant le nom de l'entreprise, pas les fondateurs individuellement. Je pensais avoir plus de temps, mais je n'avais pas compté sur Damien. Mon beau-frère se prenait pour un investisseur chevronné, passant son temps sur les sites d'actualité financière à chercher ce qu'il appelait des « bons coups ». Il a trouvé l'annonce du rachat dans une newsletter tech. Et parce qu'il savait que je travaillais dans la santé et que j'avais mentionné un projet annexe des années plus tôt, il a fait le lien plus vite que prévu. Il a appelé ma sœur a appelé ma mère, et tous les 3 m'ont appelé en même temps. Les appels se succédaient, 17 en une seule matinée alors que j'étais en plein service. Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé un SMS à Paul, ils savent, ça commence. Il a répondu, très bien, nous sommes prêts. Ma sœur a laissé un message vocal chaleureux, d'une chaleur qui ressemblait à celle d'un plat brûlant saisi avec une manique. On sent que ça brûle à travers le rembourrage. Elle disait qu'elle avait tellement pensé à moi, qu'elle se sentait terriblement mal pour l'histoire de la maison et qu'elle espérait que je savais que ce n'était pas personnel. Elle disait que la famille était tout pour elle et qu'elle aimerait m'inviter à dîner, juste toutes les 2, pour qu'on se retrouve vraiment. Elle a fini par un « je t'aime ». J'ai enregistré le message. Ma mère a appelé 2 fois, disant qu'elle s'inquiétait pour moi. Qu'elle avait entendu dire que j'avais fait quelque chose de remarquable avec une entreprise et qu'elle voulait juste entendre ma voix. Elle m'a demandé si je mangeais bien. Elle n'a pas mentionné le canapé convertible, ni le sac en papier. J'ai enregistré ces messages aussi. Damien m'a envoyé un PDF, une proposition d'investissement familial de 4 pages, avec un logo qu'il avait apparemment créé pour une société enregistrée 3 semaines plus tôt, avant même d'avoir la certitude que j'étais bien la personne impliquée dans leur achat. C'était une opportunité d'investir dans ce qu'il appelait un « véhicule de gestion patrimoniale familiale », ce qui, après 2 lectures, n'était qu'un fonds qu'il contrôlerait et sur lequel il prélèverait des frais de gestion. Il avait inclus une suggestion d'apport initial, 4 millions d'euros. J'ai transféré l'email à Paul sans un mot. Paul m'a rappelé 10 minutes plus tard, je l'entendais presque rire. Il m'a dit de ne rien faire. Laissez-les venir, a-t-il dit. J'ai donc attendu. La demande de dîner est devenue une demande de déjeuner, puis de café. Jusqu'à ce que ma sœur se présente carrément à l'hôpital à l'heure où elle pensait que je finissais mon service. Je le sais parce que l'accueil m'a appelé pour me dire que ma sœur était dans le hall. J'étais à 10 mètres, derrière une cloison vitrée. J'ai demandé à l'accueil de lui dire que j'étais indisponible.
J'ai observé à travers la vitre l'expression de Léa passer de l'attente à la confusion, puis à quelque chose de plus dur et de plus froid. Elle est partie après 11 minutes, j'ai chronométré. Ma mère a tenté sa chance 2 semaines plus tard. Elle a envoyé une lettre manuscrite sur le papier à lettres fleuries qu'elle gardait toujours dans le tiroir de la cuisine. 3 pages. La première sur mon père, combien il lui manquait, combien les temps étaient durs et la maison vide. La deuxième sur la famille, comment elle avait toujours fait de son mieux, l'espoir que je me sache aimer. Et le fait que la vie était courte et les rancœurs pesantes. La troisième page concernait la maison, spécifiquement un prêt hypothécaire que Damien avait apparemment contracté sur la propriété 6 mois plus tôt, qui était maintenant en défaut de paiement, et le risque de saisie imminente. Elle me demandait si j'étais en position de les aider. Pas un mot d'excuse pour le canapé, aucune mention du sac en papier, aucune référence aux 4 années de mensualité que j'avais payées. Ni aux rendez-vous médicaux ou aux nuits passées à ses côtés quand personne d'autre ne venait. Juste la demande, enveloppée de fleurs. J'ai lu la lettre 3 fois, je l'ai gardée en main un moment, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé Paul et je lui ai dit ce que je voulais vraiment faire, pas seulement ce qui était juridiquement malin. Il a tout écouté, puis il m'a dit que presque tout ce que je souhaitais était possible et qu'il attendait que je sois prête. Je l'étais. La première chose que nous avons faite a été de racheter discrètement la créance en défaut auprès de la banque. C'est une manœuvre légale bien que peu commune. Un tiers peut racheter une dette toxique, ce qui transfère les droits du créancier à l'acheteur. Paul l'avait déjà fait. Cela a pris 2 semaines. La transaction a été traitée par l'une de mes sociétés. Ma famille n'en avait aucune idée. Cela signifiait que je détenais désormais la dette sur la maison. Pas la maison elle-même, mais le droit de la saisir si la dette n'était pas réglée. Je n'ai pas saisi la maison, ce n'était pas le plan. Le plan, c'était la clarté. J'ai appelé ma sœur. C'était la première fois que je lui parlais en presque 3 mois. Elle a décroché à la première sonnerie et sa voix est devenue instantanément mielleuse, la voix qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Elle m'a appelé par le petit surnom qu'elle n'avait plus utilisé depuis l'enfance. Elle m'a demandé comment j'allais, comment se passait le travail, si j'étais heureuse. Je l'ai laissé parler 2 minutes, puis j'ai dit calmement. Je suis au courant pour le défaut de paiement du prêt. Je connais la proposition de Damien. J'ai ton message vocal, la lettre de maman et le PDF de ton mari. J'aimerais vous voir tous les 3 samedis. Je t'envoie l'adresse par SMS. Il y a eu un long silence. Bien sûr, a-t-elle dit, on sera là. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence du cabinet de Paul. Je portais ma plus belle veste. Je suis arrivée en avance. Ils sont arrivés ensemble, ma mère, ma sœur et Damien, habillés comme pour un rendez-vous d'affaires. Ma mère m'a serré dans ses bras dans le hall, un peu plus longtemps que ce qui semblait naturel. Léa souriait. Damien regardait partout, évaluant la situation. Paul trônait en bout de table, j'étais à ses côtés. Ma famille s'est installée en face. J'ai parlé la première. Je leur ai dit que je n'étais pas en colère, et je le pensais vraiment. La colère s'était évaporée dans la chambre 114 avec la clim bruyante. Ce que j'avais maintenant, c'était de la clarté, et la clarté est bien plus utile que la colère. Je leur ai dit que j'avais écouté les messages, lu la lettre et étudié la proposition. Je leur ai dit que je comprenais leurs besoins, puis je leur ai annoncé ce qui allait se passer. La dette sur laquelle ils étaient en défaut était désormais détenue par l'une de mes entreprises. J'avais 3 options. Je pouvais saisir la maison, ce que je ne comptais pas faire. Je pouvais effacer la dette pure et simple, ce que je n'étais pas prête à faire sans condition, ou je pouvais la restructurer. J'avais choisi la restructuration. Voici les termes. La maison serait transférée à une SCI familiale dont ma mère serait l'unique bénéficiaire sa vie durant. Elle y vivrait aussi longtemps qu'elle le souhaiterait, sans payer de loyer. Elle recevrait une allocation mensuelle provenant d'un compte séparé que j'avais établi, suffisant pour couvrir les charges, les courses, les frais médicaux et ses dépenses personnelles. Elle serait à l'abri. Léa et Damien ne seraient pas sur l'acte de propriété. Ils n'auraient aucun accès au fonds. Ils seraient les bienvenus pour rendre visite à ma mère en tant que membre de la famille. Mais ils n'auraient pas le droit de traiter cette maison comme un actif financier. Damien a commencé à parler. Paul a posé sa main à plat sur la table, un geste calme, et Damien s'est tu. J'ai continué, en échange de ces termes. Léa signera un document reconnaissant qu'elle n'a reçu aucune contribution financière personnelle de ma part et qu'elle renonce à toute réclamation future sur mon patrimoine. L'arrangement pour les soins de maman est définitif. Paul avait rédigé le document, 6 pages inattaquables. S'il refusait, la dette serait transférée à un organisme de recouvrement classique et la procédure de saisie suivrait son cours. Ma mère pleurait silencieusement. Léa était pétrifiée. La mâchoire de Damien était contractée. « Tu fais ça à ta propre famille ?» a murmuré Léa d'une voix basse. « Je fais ça pour maman, » ai-je répondu. « Je la protège de la situation que Damien et toi avez créée. Je m'assure qu'on s'occupe d'elle sans que personne ne puisse venir se servir. »« Et pour nous ?» a demandé Léa. Je l'ai regardé un instant. J'ai repensé à l'allée, au sac en papier, au canapé convertible, aux viennoiseries du dimanche.
Aux larmes élégantes à l'enterrement de mon père et au message vocal avec mon vieux surnom. Vous vous en sortirez, ai-je dit. Tu as toujours été tellement débrouillarde. C'est Damien qui a signé le premier, à ma grande surprise. Je pense qu'il a compris plus vite que ma sœur qu'il n'y avait plus aucune faille à exploiter. Léa a signé après lui, d'une signature petite et serrée. Ma mère a signé en dernier, et quand elle a posé le stylo, elle m'a regardé avec une expression que je ne saurais nommer, un mélange de chagrin, de gratitude et peut-être le début d'une prise de conscience. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vu ma famille s'adapter à cette nouvelle réalité. Damien a canalisé son énergie dans un podcast sur la finance personnelle qui comptait 17 auditeurs la dernière fois que j'ai vérifié. Ma sœur a gardé son job à la boutique et a arrêté de m'envoyer des SMS qui se terminaient par des demandes d'argent. Ma mère s'est installée seule dans la maison et quelque chose de surprenant est arrivé. Nous avons commencé à nous parler au téléphone. Pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais juste pour parler de mon père, de vieux souvenirs, de choses qu'elle n'avait jamais dites. Ces conversations étaient prudentes, incomplètes, mais elles étaient vraiment à nous, peut-être pour la première fois. J'ai continué à travailler au CHU pendant 8 mois après le rachat. J'aimais ce travail, j'aimais mes patients. Mais finalement, l'ampleur de ce que je construisais m'a éloigné du chevet des malades pour m'amener vers quelque chose de plus grand. J'ai rejoint le conseil d'administration d'une association caritative pour l'accès aux soins. J'ai financé 2 bourses d'études anonymes dans mon ancienne école d'infirmière. J'ai recruté une petite équipe et lancé une seconde entreprise. J'ai 31 ans. J'habite un appartement qui m'appartient. J'ai un placard où rien n'appartient à quelqu'un d'autre. Je dors dans un vrai lit, dans une vraie chambre, sans sac de golf contre le mur. Le sac en papier a disparu, je n'en ai plus besoin. Je voudrais dire un mot sur ce que signifie être celle qui est capable, l'indépendante, celle qui trouve toujours une solution. Pendant longtemps, j'ai cru que ces mots me décrivaient. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'ils étaient un système. Une façon d'organiser une famille pour qu'une personne porte ce que les autres refusent de porter et soit juste assez remerciée pour continuer à le faire. Le bouc émissaire, la responsable, la solide, différents noms pour une même fonction. Vous êtes utile jusqu'à ce que vous deveniez encombrante. Et quand vous l'êtes, on vous donne un sac en papier en appelant ça une opportunité. Voici ce que je sais aujourd'hui, votre capacité vous appartient. Elle n'appartient pas à ceux qui en profitent. La force que vous construisez dans l'ombre, sans filet de sécurité, en apprenant à survivre sans applaudissements, c'est la vôtre. Elle ne peut pas être réclamée rétroactivement par ceux qui vous ont laissé la bâtir seule. Et quand vous tenez enfin le pouvoir entre vos mains, vous ne devez rien au système qui vous a obligé à tout porter. Vous vous le devez à vous-même d'abord, à votre paix. À la vie que vous avez construite pendant les heures où il pensait que vous vous contentiez de payer les factures. Fixez vos limites, tenez-les sans vous excuser. Protégez ce que vous avez bâti. Et s'ils appellent 91 fois, laissez-les tomber sur votre messagerie.